Bonjour à toutes et à tous. À la lumière du débat que nous venons de vivre, je devine que vous avez chacun activé l'application Tous Anti-Covid et je m'en trouve très rassuré. Mon nom est David_Lacomblède sur Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok et même Amélie. Je dirige un think tank, la Villa Numéris, qui promeut un modèle européen du numérique, affirmant la primauté de l'humain, dont je vous conseille d'ailleurs les travaux. Nous venons de publier un rapport sur les transferts transfrontaliers de données sous la direction de Valérie Chavannes, ici présente, qui est une avocate, et qui, j'espère, vous apportera aussi des réponses et aussi des solutions. On les a esquissées dans le débat qui vient de précéder, sur certes les licences, mais aussi l'anonymisation profonde ou le chiffrement des données. Nous travaillons également sur la lutte contre les fake news, sur ce qui est devenu un véritable marché, avec des personnes qui trouvent un intérêt majeur à y raconter n'importe quoi, parce que les fake news ne naissent pas par hasard. Et vous pourrez trouver nos travaux, bien sûr, sur notre site web ou dans un des derniers ouvrages que j'ai commis à la faveur de la crise sanitaire. Si je vous dis fake news, à quoi pensez-vous immédiatement? Quel est le mot ou la personne qui vous vient à l'esprit? Alors, il y a quelques mois, on aurait peut-être dit l'ancien président des États-Unis, dont vous remarquerez que depuis qu'il a été banni, la pression et la violence n'est pas nécessairement retombée d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il faut bien le reconnaître, mais il était devenu expert ès-qualité en matière de fake news. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous à devoir démentir que le virus ne se propageait pas par le biais des moustiques? Comment sommes-nous arrivés à devoir démentir qu'il ne fallait pas se laver les mains avec de l'urine pour se prémunir du virus? Souvenez-vous de toutes ces questions qui nous ont pris beaucoup de temps, d'espace au début de la crise et finalement nous ont empêché aussi de faire autre chose. Comment nous sommes arrivés à ce que des pays, je pense au Brésil, au Cap-Vert, soient en rupture de fenouil parce que les décoctions du fenouil étaient soi-disant des manières de se prémunir également? Comment sommes-nous arrivés à devoir démentir que l'alcool était aussi un moyen de se prémunir? Et comment sommes-nous arrivés à ce que cette bière perde 15% de ses parts de chiffre d'affaires au début de la crise? C'est malheureusement la réalité qui nous a durablement occupés. Ça nous fait sourire aujourd'hui. Malheureusement, ça nous a détourné de l'essentiel. On a vu des personnalités éminentes dont Louis Pasteur voué aux gémonies, ne serait-ce que parce que ces lieux l'étaient aussi, et dans la plus grande des confusions, parce que des organisations, des personnes avaient un intérêt commercial ou politique à porter ces informations dans l'espace public. Et je le répète, il s'agit bien à chaque fois d'une intention aussi méprisable soit-elle. Et c'est vrai que ça convoque absolument toutes les horreurs de la planète, des pseudosciences, à l'antisémitisme, à l'homophobie, au radicalisme, j'en passe et des pires, si vous le voulez bien. On l'a vu lors de la première keynote, on est dans un système de défiance absolue qui a favorisé l'émergence de ces fausses informations, avec aujourd'hui une population qui s'informe prioritairement par Internet, que ce soit le web ou le mobile, 6 Français sur 10, au même niveau que la télévision. Mais pour les plus jeunes, et quand je parle de plus jeunes, les moins de 35 ans, on est à 8 sur 10 qui s'informent prioritairement par les mobiles. Avec une confiance dans des médias nationaux qui est au plus faible, moins d'un Français sur 3 déclare avoir confiance dans les médias traditionnels, contre 2 sur 3 dans les autres pays de l'OCDE, et avec des chiffres qui n'augmentent pas malgré la crise, contrairement aux autres pays. Et donc on est dans ce moment de grande défiance où on voit bien que selon où on se place, la confiance chute drastiquement.
La première keynote l'avait montré tout à l'heure, puisque vous le voyez, ce sont moins de 20% des personnalités politiques en qui on a confiance. Pour peu qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, il ne reste pas grand-chose. En revanche, 75% des Français, selon ce sondage BVA réalisé pour la Villa Numéris, 3 Français sur 4 disent avoir confiance dans leur entourage. Et c'est d'ailleurs bien un des soucis, parce que des fake news se propagent aussi ainsi. Je suis sur Facebook, je vois une nouvelle qui me fait rigoler ou qui me sidère, et je vois bien que c'est une fake news. Et d'ailleurs, je vais la partager, parce que ça m'a fait tellement rire qu'il n'y a pas de raison que ma famille, mes amis, mes collègues ne rient pas avec moi. Sauf que j'oublie qu'au passage, je lui ai donné du crédit, je lui ai donné mon crédit, et on se retrouve à devoir lutter sans cesse contre des informations dont aucun d'entre nous n'aurait été dupe et qui, au final, finissent par aller épouser les croyances. Et effectivement, c'est sûrement un des gestes barrières à avoir, de ne pas nécessairement voir tout ce que l'on croit en matière de réseaux sociaux, puisqu'il y a cet effet de tam-tam mondial où ce que l'on se dit ici, maintenant, va se retrouver dans la minute à l'autre bout de la planète, avec une sorte de tyrannie de l'instant, de la réaction, et avec un temps qui a été très grand au début de la crise sanitaire, puisqu'on s'est tous globalement retrouvés chez nous, transformant l'Internet mondial dans une sorte d'étuve, à coup de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, faisant ce tam-tam mondial et donnant la part belle à des fausses informations, puisque la réalité est que des fausses informations sont 6 fois plus partagées et 6 fois plus vite, selon des études du MIT, que des vraies informations, au sens des informations crédibles, vérifiées, comme tout bon professionnel peut les faire. Et c'est bien là que se loge le problème. À un moment où, souvenez-vous-en, notamment au début de la crise, on était sur une pression médiatique comme on n'en a jamais vu. On a superposé 3 grands phénomènes médiatiques de ces dernières années. En bleu, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. En jaune, le phénomène des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes en 2019. Et en rouge, le début de la crise sanitaire en 2020, où plus de la moitié des journaux, écrits, radio, télé, traitaient du sujet du coronavirus. Et donc, effectivement, une attention mondiale comme on n'en avait jamais vu. Et un son sur les réseaux sociaux qui accompagnait ou qui précédait même celui du virus, et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ce site pour ceux que cela intéresse. Et tout ça à la faveur d'une exploitation des données, parce que des groupements, des individus ou des organisations savent parfaitement jongler avec ces données et finalement faire passer leurs mensonges pour des vérités, parce que aujourd'hui, si je veux influer sur l'élection présidentielle du mois d'avril prochain, je vais commencer à rentrer des contenus dans l'Internet, dans les moteurs de recherche, pour les détourner de leur sens. Et c'est ce qu'ont su faire des sites web, et on en a recensé un certain nombre avec un de nos partenaires, Storyzy, qui écume en permanence l'Internet, et où on voit, là on est sur une étude de 2015 à 2019 qui montre d'ailleurs que le terrain et le terreau étaient prêts pour accueillir du n'importe quoi et des discours anti-vaccins. C'est que les 3 premiers sites évoluant à l'époque en matière de manipulation de l'information avaient les plus grosses rubriques en matière de santé. C'est ceux que l'on voit en rouge ici. Et donc le terrain était prêt pour accueillir tout ce que l'on a vu naître depuis, parce que ces discours avaient déjà lieu. On l'a montré sur des vaccins liés à la rubéole, par exemple, ou sur cette période de 2015 à 2019, on estimait que 3 communications sur 4 étaient des communications négatives sur la vaccination, quelle qu'elle soit d'ailleurs, laissant finalement un champ assez réduit, 25%, à des communications soit des laboratoires, soit de la presse spécialisée qui en traitait. Et donc vous aviez finalement un espace jonché d'immondices, si je puis dire,
Et c'est exactement la même chose que dans l'espace public, parce que si vous sortez de l'Institut Imagine tout à l'heure et qu'il y a des détritus sur la voie publique, vous allez vous dire que c'est un peu sale cette ville. Et si demain vous revenez qu'il y en a encore plus et qu'après-demain il y en a encore plus, il y a un moment où vous allez vous détourner de cette rue et vous n'y mettrez plus les pieds. C'est en cela qu'il y a un péril démocratique, c'est qu'à un moment, on prend le risque majeur que nos concitoyens se détournent de l'espace numérique, d'Internet et de l'accès à l'information. Et vous l'avez vu, les bases françaises sont moindres que les autres. J'aurais pu ajouter que seuls 10% des personnes qui ont confiance dans les médias sont prêtes à payer pour un accès à l'information. C'est 2 fois moins que dans les autres pays de l'OCDE. Avec des mouvements, je vous en parlais, un des plus récents, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce mouvement d'origine italienne qui s'appelle Vivi, V_V, qui a été créé en Italie. Vivi, c'est V comme Vendetta en référence à un des films, avec une tête de pont méconnue et très bien organisée qui s'est déversé très rapidement des messages de manière très militaire et qui sont réemployés par, on estime, 300 à 400 personnes en France et que vous reconnaîtrez d'ailleurs peut-être parmi vos amis Facebook, qui sait, puisqu'ils s'identifient avec ces 2 V sur leurs photos. Et c'est là où ils viennent contrarier les machines d'algorithmes, c'est qu'en déversant d'un coup d'un seul énormément de messages, ils envoient le signal à des moteurs de recherche qu'il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose d'autant plus véridique qu'il y a énormément de personnes d'un coup d'un seul qui s'intéressent au même sujet et qui disent à peu près la même chose. Et aujourd'hui, ces groupements s'attaquent prioritairement à des organisations publiques qui n'ont pas des moyens de défense radicale. Ce sont des hôpitaux, ce sont des petites communes qui ont affiché des campagnes de vaccination, par exemple. Et si vous tapez Vivi dans des moteurs de recherche, vous aurez une presse assez conséquente sur le sujet. En ça, il est important de sortir de sa bulle, si je puis me permettre. Et on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, mais aussi les mouvements d'anti-vaccination. C'est que les leaders, les responsables politiques ou les journalistes, globalement, étaient sur Twitter. Là où beaucoup de personnes agissantes étaient sur Facebook. Donc, déjà avec peu de moyens de les voir dès le départ. Et en plus, quand ils sont rentrés dans des groupes privés, absolument plus aucune capacité d'aller les regarder. Sortir de sa bulle, c'est aussi regarder un peu ce que disent des personnes qui nous énervent. Et ça permet de densifier finalement les données et les messages qu'on envoie aux algorithmes. Et c'est un point important. Mieux vaut s'énerver quelques minutes par jour que d'être finalement dans un sas fait d'innocence et de gens qui pensent comme soi. Et c'est un point important, notamment pour les stratégies d'entreprise, mais aussi pour les stratégies individuelles. Ne pas voir tout ce que l'on croit et ne pas croire tout ce que l'on voit, c'est aussi recourir à des solutions du marché. Et j'ai pris celle de l'AFP qui fait un travail du quotidien très fort. J'aurais pu citer Le Monde et le Décodex. Et d'ailleurs, si vous allez sur le Décodex du Monde, vous verrez que dans les sites qu'il donne en exemple, il donne celui du Gorafi. On est tous d'accord ici pour dire que le Gorafi, ça nous fait plutôt rire et que ce n'est pas un site de désinformation. Pourtant, si vous vous référez à la définition que je vous donnais tout à l'heure, c'est un site qui a intérêt à raconter n'importe quoi pour avoir de l'audience. Sauf que là, on le voit. On a déjà vu des exemples de personnes qui avaient repris au premier degré des informations du Gorafi et qui s'est retrouvées dans l'espace public à en faire la promotion. Et c'est en cela que le sujet des fausses informations est un sujet particulièrement ténu, c'est qu'il n'y a pas une autorité supérieure qui dit que ça est vrai ou faux, et que c'est bien le sentiment qu'on en a tout à chacun en fonction de ce que l'on voit. Néanmoins, il y a des consensus possibles, en plus de vérification, puisqu'il y a quand même des faits indiscutables, et d'autres qui le sont moins. Et c'est bien dans ces faits plus discutables que se logent les manipulations de l'information, et aujourd'hui par l'intermédiaire des données. Pour conclure, je vous reprendrai un exemple un peu ancien d'une photo de tomates virusées au début de l'année 2020. Souvenez-vous, il y avait un problème sur des tomates en France et qui ne se vendaient plus parce qu'elles étaient déformées. Et à force d'algorithmie, de manipulation,
ces tomates étaient devenues, dès lors qu'on les rentrait dans des moteurs de recherche, apparaissait le terme coronavirus dans un moteur comme Google, le premier. C'est en cela qu'il s'agit bien d'une bataille du quotidien. On est dans une dynamique très proche de celle d'un virus. Et là, plus que partout ailleurs, les gestes barrières comptent aussi. On le voit bien, le numérique et Internet est un espace de liberté inouïe, de connaissance et de savoir, qui met aussi une pression sur les professionnels parce qu'ils sont sommés aujourd'hui d'agir à ciel ouvert et face à des patients ou des concitoyens qui pensent être informés, en tout cas qui ont une capacité d'avoir plusieurs jugements. Et donc cela nous impose aussi des responsabilités particulières. Charge aux professionnels de montrer l'exemple et peut-être aussi parfois de tourner cette fois ces messages dans ces applications avant de les poster. Merci beaucoup et bon débat à vous.